Sing me a song, the last that is gone. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Alors non, n'ayez pas peur, je n'ai que 49 livres à vous présenter pour 4 mois. Ce qui est quand même vachement raisonnable quand on me connaît. J'ai vraiment joué le jeu du confinement, j'ai très peu acheté ou un peu plus en numérique. Mais bon, ça m'a pas empêché quand même de rajouter 50 livres à ma palle. C'est quand même assez conséquent. Il y a des achats, il y a des services presse, il y a du numérique, il y a du poche, il y a du grand format, il y a des suites, il y a des premiers tomes, il y a des auteurs que je ne lis jamais, il y a vraiment un peu de tout. Bien sûr centralisé polar thriller comme d'habitude. Et puis, on va commencer tout de suite. On va donc commencer comme d'habitude avec les livres numériques. Premier livre numérique à vous présenter, Amitié Express de Anna Riviera. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la femme de Vincent Houy, qui s'appelle donc Anne-Sophie Stark-Houy, qui a écrit donc sous son nom de plume Anna Riviera. Elle a écrit donc un feel-good. Un petit feel-good sympa, et elle m'a demandé de le lire. Je ne l'ai pas encore lu. Il n'est pas très long, apparemment, il fait autour de 160-200 pages. Et je le garde là au chaud pour les journées d'été sur la terrasse. Je pense que ça va vraiment être sympa. Ça parle donc de 5 personnes que tout sépare, qui vont devoir covoiturer pour un voyage dans un vieux combi Volkswagen. Mais ils se doutent pas forcément que ce voyage va changer leur vie. On est vraiment sur du feel good. C'est le genre de lecture que j'aime bien, qui m'aère un peu la tête, qui passe vachement bien sur un après-midi quand je suis vraiment posée, tranquille, que j'ai rien d'autre à faire. Ça peut se lire très vite et je suis vraiment curieuse en fait de voir cette différence de plume entre mari et femme. De voir qu'est-ce que Anne-Sophie est capable de nous proposer. J'ai aussi reçu La cave aux poupées de Magali Collet aux éditions Tornada. Ce livre va donc parler de Manon, qui n'est pas une jeune fille comme les autres. Elle n'est pas scolarisée, elle passe sa journée à la maison et elle apprend la vraie vie en regardant la télé. Elle vit dans une maison isolée, en plein milieu d'une forêt, avec son père. Son père qui est méchant, qui est violent, qui la viole et qui séquestre d'autres jeunes femmes dans sa cave. Manon les appelle les poupées. Ce sont des jeunes femmes que le père kidnappe, que le père viole. Et ça a été un roman très noir, très dur, mais vraiment très bon. Alors comme vous le savez, moi les romans noirs, j'aime bien, mais il faut vraiment que ce soit pas trop sombre non plus. Là, on va dire qu'elle a vraiment trouvé un équilibre. J'ai beaucoup aimé le fait que, à part Manon et une des prisonnières, on ne connaisse pas le prénom. Le père s'appelle le père, sa mère c'était sa mère. Il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de sympathie pour eux. On est vraiment avec les jeunes filles, avec Manon. C'est très prenant, c'est vraiment très bien écrit. Je l'ai dévoré. Je l'ai vraiment dévoré alors que je suis franchement dans une période très aléatoire où je peux mettre 2-3 semaines sur un livre et 3 jours sur un autre. Ça m'a vraiment captivée. J'ai beaucoup aimé ce roman. Troisième roman numérique à vous présenter, L'enfer vivait ici de Ludovic Metzger. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai pris parce qu'il venait juste de sortir. Il était sorti le 8 mai, je crois que je l'ai pris le 10 ou le 11 mai, quelque chose comme ça. Et on va dire que le synopsis me faisait énormément envie. J'avais beaucoup envie de le lire. Ce côté un peu maison hantée, tout ça, et ça m'intriguait énormément. Vous le savez, j'adore cette thématique. Et donc, me voilà plongée dans cette histoire. Dans cette histoire, on se retrouve avec 3 couples. Donc, nous voilà avec 6 personnages dès le début. 3 couples, donc 3 hommes, 3 femmes, qui ont des tendances constantes à s'engueuler, à se chamailler. Et donc ces 3 hommes, en fait, sont des architectes et achètent régulièrement des bâtiments qu'ils refont et qu'ils revendent plus cher. Là, leur projet, c'était d'acheter un vieux manoir, une vieille maison d'hôte, pour en faire justement une maison d'hôte avec leur femme, que leurs femmes deviennent les 3 entrepreneuses de la maison d'hôte.
Sauf que cette maison est aussi livrée avec une gare. C'est un lot indissociable, c'est un lot qui est inhabité depuis plus de 50 ans, que personne ne veut. On est en Allemagne et on va donc suivre ces 6 protagonistes, entre les femmes qui vont beaucoup râler à cause de l'état complètement décrépit de la maison, entre les hommes qui vont garder le secret de l'achat de la gare en plus de la maison. On est vraiment dans une ambiance un peu malsaine dès le début. Il y a du mensonge, il y a des non-dits, il y a des engueulades constantes et très franchement, ça m'a tiqué. On se retrouve donc dans cette maison, ce gîte, qu'ils ont réussi à réhabiliter sans aucun problème. Ils en font une maison d'hôtes. Premier jour, des familles arrivent donc pour l'ouverture de la maison d'hôtes. C'est une maison qui comporte 11 chambres, je crois, 9 ou 11 chambres, je ne sais plus. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'immense, il y a 500 mètres carrés, enfin, c'est vraiment quelque chose de très costaud. Et donc 2 familles arrivent, donc un mari, une femme et leurs 2 filles à chaque fois. On se retrouve donc sur un bouquin qui fait environ 200 pages, avec en tout 14 personnes. C'est énorme parce que ce sont des personnages en plus. Il a créé donc des familles avec 2 filles à chaque fois. Donc on se retrouve avec 4 jeunes filles qui ont à peu près tous le même âge. On se retrouve avec 2 couples, on ne sait plus qui est marié à qui. Même dans les sites du début, on a beaucoup de mal à comprendre qui est en couple avec qui. Et forcément, il va se passer plein de choses. Des trucs très violents, très noirs. C'est vraiment... on n'est pas dans un côté guilleret de la maison hantée. Hein. On est vraiment sur un truc très sombre, très gore, très macabre. Et donc voilà, donc il va se passer plein de choses. Moi, ce qui m'a vraiment bloqué, ça a été ce surplus de personnages. Je pense qu'il aurait pu faire la même histoire avec uniquement les 6 premiers personnages. Ça aurait été beaucoup plus clair, ça aurait été beaucoup plus fluide. Là, il y a un surplus de personnages et on est complètement largué. Quand il arrive quelque chose à quelqu'un, on ne sait pas s'il était marié à un tel ou à un tel. Les filles, on ne sait plus qui est leur père, alors elles se retrouvent en haut, après elles sont en bas, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Enfin, ça a été un micmac pas possible. J'ai eu un mal de chien à suivre l'action. Et le problème, c'est qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, sur un roman très court, j'ai eu le sentiment d'un manque de densité. Je pense vraiment que pour moi, il aurait fallu développer, un peu comme La Maison oubliée de Peter James, qui a été beaucoup plus développée. Vraiment, il y a le double de pages et ça se sent. On sent qu'il développe les personnages, qu'il leur donne une identité, une histoire. On sait qui ils sont, on arrive à se les représenter. Là, c'est pas le cas. On n'a aucune description. Et c'est vraiment très difficile de se faire une idée, de les imaginer. On ne visualise pas et du coup ça complique beaucoup les choses. Je pense que donc c'est un roman qui est intéressant au point de vue histoire. J'ai beaucoup aimé le rapport historique qu'il a donné à son histoire. Et pourtant ça manque cruellement de densité et il y a trop de personnages. C'est largement faisable avec beaucoup moins de monde. Voilà. Donc ça a été une lecture qui est plutôt bien passée, mais très compliquée pour moi. Dernier roman numérique à vous présenter, Urbex sed lex de Christian Guillerme aux éditions Tornada. Contre une belle somme d'argent, 4 jeunes passionnés d'Urbex sont mis au défi de passer une nuit dans un ancien sanatorium. Ils vont relever le challenge, mais une fois sur place, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans cet immense endroit abandonné et qu'ils n'auraient donc dû jamais accepter cette proposition. Vous le savez, le côté sanatorium désaffecté, hanté, etc. c'est ma came, c'est ce que j'adore. C'est le genre de thématique vers lequel je fonce naturellement. Et ce roman me fait vraiment de l'œil. Donc il faut le savoir qu'il n'est pas encore sorti. Alors je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais au moment où je tourne, le 3 juin, il n'est pas encore sorti. Il sortira le 18 juin. Voilà. Je cherchais la date, il sortira le 18 juin, donc aux éditions Tornada. L'avantage de chez Tornada, c'est que vous pouvez trouver tout de suite en format poche à moins de 10 €. Je trouve que c'est quand même vachement sympa. Voilà, ça peut vraiment le faire. Je suis vraiment très très curieuse. J'ai une absolue confiance en Joël de la maison d'édition qui sélectionne, qui fait retravailler vraiment ses textes comme il faut, comme les romans de Jean-Marc Desnaud qui sont vraiment extraordinaires là-dessus. Voilà. C'est une maison d'édition en laquelle je fais confiance et vers laquelle je vais prendre un grand plaisir à aller.
premier livre à vous présenter, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité d'Aurélien Barraud. Faut savoir que j'ai découvert Aurélien Barraud par hasard sur Facebook en voyant une de ses conférences. Avec mon mari, on est vraiment assez basé sur la planète Terre, sur les moyens écologiques, sur la permaculture, sur un peu tout ça. Et donc ça m'a intéressé vachement de pouvoir savoir ce qu'il racontait. Donc en le trouvant à Cultura, je me suis dit que c'était l'occasion. C'est vraiment pas un roman, je pense que ça va être les écrits de ce qu'il peut nous raconter pendant ses conférences. C'est un bon résumé de ce qu'il peut nous raconter pendant les conférences. Ça peut être vraiment quelque chose de très très intéressant à découvrir. Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien qui est vraiment basé écologie, qui essaye de faire comprendre au monde qu'on part dans le mur, qu'on va droit dans le mur avec toutes les conneries qu'on fait. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc voilà. J'ai aussi pris L'homme créé de C.J. Tudor. Les enfants ne sont pas toujours innocents. En 1986, le jeune Eddie et ses copains communiquent avec des petits bonhommes dessinés à la craie. C'est un jeu avant tout innocent qui va les conduire jusqu'à un cadavre. Et 30 ans plus tard, Eddie pense que le passé est derrière lui, mais il va refaire surface. C'est un livre dont j'ai entendu parler à plusieurs reprises, dont on entend beaucoup moins parler maintenant. Il m'intriguait beaucoup. Maintenant, ça a l'air quand même vachement costaud comme bouquin. C'est du 440 pages. Et pourtant, je sais pas, il y a un truc mystérieux dans ce petit truc à la craie. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai aussi acheté Aux mines noires, Étoile morte de Ivan Zinberg. Mon homme a lu son dernier et il a beaucoup aimé son histoire. Il a beaucoup aimé son style. Et donc je me suis dit que pour lui faire plaisir, j'allais lui prendre un livre de Ivan Zinberg, Aux mines noires. Donc voilà, donc j'ai choisi celui-ci un peu par hasard en fait. C'est vraiment, il en avait 4 ou 5. Et je sais pas, celui-là il m'attirait un peu au niveau de la couverture. On est avec Michael Singer, qui est paparazzi à Los Angeles, qui apprend que la célèbre présentatrice Naomi Jenkins a été droguée, violée et kidnappée. Tandis que son intuition le mène dans le monde de la pornographie underground, le corps émasculé d'un riche homme d'affaires est retrouvé par les inspecteurs Sean Madden et Carlos Gomez. 2 enquêtes pour un même suspect. Ça a l'air vraiment différent de ce qu'on lit d'habitude. Faut dire ce qui est, on parle très peu de pornographie underground dans les romans. Généralement on parle de femmes violées, kidnappées, tout ça, mais on est loin de cette thématique. Ivan Zinberg, c'est une personne très intéressante avec laquelle c'est vraiment très plaisant de discuter, et je me dis que vu ce qu'il raconte, je pense qu'il y a vraiment du lourd dans ses bouquins. Je pense que ça peut vraiment être pas mal à lire et à découvrir. Je me suis aussi trouvé Vipère noire de Boris Starling aux éditions Archipoche. Alors moi j'ai adoré la couverture, que je trouve vraiment super sympa. Pourtant j'aime pas les serpents, mais vraiment celle-là est vraiment très jolie. Dans la banlieue d'Aberdeen, le corps d'une femme est retrouvé dans les fourrés. Sur sa gorge, fixée par un arceau métallique, une vipère noire vivante. En mer du Nord, quelque part entre la Norvège et l'Écosse, un car ferry sombre, des centaines de passagers à bord, une catastrophe sans précédent, sans nul doute un attentat. Existerait-il un lien entre ces deux affaires ? L'inspectrice Kate Beauchamp, l'enquête sur le maniaque au serpent, est l'une des rescapées du naufrage. Une simple coïncidence, bien sûr, à moins que... Alors, Archipel et moi, c'est une histoire un peu compliquée, c'est-à-dire que généralement, en tout cas pour ceux que j'ai lus, c'est difficile. Ça passe difficilement, et pourtant je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec tous les romans qu'ils ont. Alors je continue de tenter, je continue de m'y intéresser, je continue de me demander si ça peut le faire. Donc voilà, donc du coup je me suis pris celui-ci qui m'intéressait quand même vachement. J'ai aussi reçu de la part de Franck Leduc quelques mots à vous dire d'un collectif donc de 4 auteurs, Émilie Ridger, Rosalie Louis, Dominique Van Cotem et Franck Leduc.
4 auteurs qui nous livrent des récits décalés, mélange d'émotions et d'humour autour d'un fil conducteur, la lecture, qui s'invite comme un personnage à part entière. On est vraiment donc sur plus des récits d'amour et d'humour autour de la lecture, donc je vois que ça parle de célibataire, de tomber sous le charme d'une lectrice à la bibliothèque, de péripéties après une cuite, enfin voilà. Je pense que ça peut être vraiment sympa de découvrir ces 4 plumes. Donc il faut savoir que Franck Leduc, c'est un auteur maintenant que je lis régulièrement parce qu'il en a son 3e roman. Et que du coup, je vais prendre vraiment un malin plaisir à lire cette petite nouvelle. Et pourquoi pas du coup découvrir les autres auteurs de ce petit recueil que je trouve vraiment super sympa. Il est qu'à 9,90 €, je trouve ça vraiment, vraiment mignon. J'aime bien l'idée, j'aime bien la thématique, voilà. J'ai aussi reçu La Maison Hantée. Alors pour une fois, c'est pas moi qui l'ai abîmé, il est arrivé abîmé. On me dira rien. Donc j'ai reçu La Maison Hantée de Shirley Jackson, qui est un roman qui me fait de l'œil depuis très longtemps, que j'avais offert à une amie, Cédrina, que du coup je m'étais pas pris, j'aurais dû. Et en écoutant les lives pendant le confinement, je tombais donc sur le live de Jérôme Loubry, à qui je fais un petit coucou, et dont il parlait souvent de La Maison Hantée de Shirley Jackson. J'ai donc eu envie de le prendre. D'ailleurs, il parle aussi beaucoup de Ghost Story de Peter Straub, et je crois que je vais vraiment finir par me le prendre aussi, celui-ci. Donc La Maison Hantée de Shirley Jackson. On est à Hill House, qui est une monstruosité architecturale construite au XIXe siècle, labyrinthique, ténébreuse, et qui n'est plus habitée par ses propriétaires. On l'a dit, hantée. Fasciné par les phénomènes paranormaux, le docteur Montaigne veut mener une enquête et sélectionne des sujets susceptibles de réagir au surnaturel. C'est ainsi qu'Eleanor arrive à Hill House avec ses compagnons. L'expérience peut commencer, mais derrière les murs biscornus, les fantômes de la maison veillent, les cauchemars se profilent. Alors, je sais que ce livre a inspiré un film, Hantise, avec Catherine Zeta-Jones. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque, j'avais été voir au cinéma. Ça m'avait vraiment foutu les jetons. Et du coup, comme ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je me dis que c'est peut-être le moment de découvrir le livre. Parce que faire les deux l'un à la suite de l'autre, c'est un peu chiant. Il a d'excellents retours, c'est un livre, on va dire, un classique du genre. Et donc vraiment, il me plaisait beaucoup, il m'attirait énormément. Donc je suis fière de vous annoncer que je l'ai et que je risque de me le faire dans vraiment pas longtemps. J'ai aussi reçu Mauvais genre de Isabelle Villain et Blessure invisible de Isabelle Villain aussi aux éditions Tornada. Donc là, on est sur un double, donc sur un diptyque. Ugo Nicolini, donc Mauvais genre, on est avec Ugo Nicolini, qui est un garçon différent des autres, gamin de son âge, un père brutal, une maman protectrice. Un soir, il est témoin d'une dispute entre ses parents, une de plus, une de trop, cette fois-ci sa mère succombera sous la violence des coups. 23 ans plus tard, l'équipe du commandant Rebecca de Lost enquête sur la mort d'une jeune femme sauvagement poignardée dans son appartement. Pas d'effraction, pas de vol, pas de traces de défense, l'entourage de la victime est passé au crible et l'histoire du petit Hugo va refaire surface bien malgré lui. Et dans Blessure invisible, on est avec le major Maraval qui est retrouvé mort à son domicile, une balle dans la tête, son arme à la main. La thèse du suicide est pourtant très vite abandonnée par le groupe du commandant Rebecca de Lost. Donc, nous voilà avec la même enquêtrice. Et les pistes militaires familiales se multiplient. Dans le même temps, le tueur au marteau, demeuré silencieux depuis l'enterrement du capitaine Atlan, décide de reprendre du service. 2 enquêtes sous haute tension, un final explosif. J'ai des copines qui l'ont lu et qui ont beaucoup aimé le style. Moi, ça me tente beaucoup. En plus, c'est des petits poches et c'est publié chez Tornada. Vous le savez que maintenant, c'est une maison d'édition que j'aime énormément. Et donc j'ai toute confiance en ces 2 lectures. On passe maintenant au grand format. Premier grand format à vous montrer, La Vallée de Bernard Minier chez XO Éditions. Alors, comment vous parler de Bernard Minier ? Bernard Minier, c'est un auteur, on m'avait offert Glacé, donc ma copine Léa m'avait offert Glacé une fois à mon anniversaire, donc j'ai Glacé en grand format qui m'attend quelque part. Je crois que les suites, N'éteins pas la lumière et je sais plus quoi, j'ai les 2 en poche, normalement, quelque part. Et je crois que j'ai Nuit en grand format, mais que je l'ai pas lu. Après, il me semble qu'il y en avait un autre, mais que je l'ai pas.
Et là, j'ai pris la vallée. Donc, c'est un gros bordel et clairement, je l'ai jamais lu. Le truc, c'est que celui-ci m'intrigue énormément comparé aux autres. Un appel au secours au milieu de la nuit, une vallée coupée du monde, une abbaye pleine de secrets, une forêt mystérieuse, une série de meurtres épouvantables, une population terrifiée qui veut se faire justice, un corbeau qui accuse, une communauté au bord du chaos. Voilà. Moi, alors, vous savez les mots vallée coupée du monde, abbaye pleine de secrets, forêt mystérieuse. Voilà. Déjà rien que ça, ces 3 phrases-là, je fais ah ouais, mais il m'intéresse vachement. Sauf que le problème, c'est que c'est une enquête du capitaine Servaz. Et que ce personnage-là, c'est un personnage récurrent dans ses romans. Et selon les dires des copines, il faudrait que je lise tous les autres avant. Donc ça m'emmerde profondément, faut dire ce qui est. J'ai pas envie de me taper 5 ou 6 livres avant de lire celui-là, quoi. Donc j'ai bien envie de le faire à l'arrache et de dire, bon allez, je le tente. On va voir si je rentre dedans, malgré le fait que j'ai pas lu les précédents. J'ai aussi pris le journal de ma disparition de Camille Agreb. Donc là, c'est une version France Loisirs, je vous le dis clairement, bon, ça me fait chier. Généralement, j'avais acheté une version normale, mais on m'a envoyé une France Loisirs, ça m'emmerde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert Camille Agreb avec son dernier roman et j'ai surkiffé. J'ai surkiffé son style, son écriture, la façon dont elle amène les choses, dont elle fouille les personnages, etc. J'ai adoré. Ça a été quelque chose de monumental. J'ai découvert une auteure que j'avais jamais lue, que j'aurais dû découvrir avant, et très franchement, voilà, je suis devenue hyper fan, donc du coup j'ai commandé les précédents. J'attends toujours le tout premier. J'aurais voulu recommencer du premier pour dire de vraiment suivre ce qui se passait. Donc là, je suis avec le journal de ma disparition. On est il y a 8 ans. La jeune Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt de Hornberg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Anne, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lindgren, qui reprennent l'affaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que Anne, la profileuse, on en entend aussi parler dans son dernier roman. Et c'est ce que Katia me disait. En fait, Katia me disait que c'était pas des personnages récurrents, mais qu'on entendait parler d'un personnage d'avant dans celui d'après. Et je trouve ça vraiment super sympa. Mais Peter disparaît du jour au lendemain, et Anne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. Le seul témoin est un adolescent qui aime errer dans les bois enneigés la nuit. Sans le dire à personne, il récupère le journal que Anne a laissé tomber et se met à le lire fasciné. Désormais seul dans son enquête, Malin est appelé sur les lieux du tout premier crime. Une nouvelle victime a été découverte. Et si tous ces faits étaient tragiquement liés ? Ouais, en fait, c'est vraiment... on a l'impression que c'est quelque chose de vachement pointu. C'est quelque chose de très très précis. Et ça en fait vraiment un truc super intéressant. J'adore la façon dont elle met en avant, dont elle parle de ses personnages, dont elle fait l'histoire, dont elle nous saupoudre des indices comme ça. Et j'adore ça. J'ai aussi reçu Survivre de Vincent Houy aux éditions Hugo Thriller. Alors avec Survivre, on va être dans un futur assez proche où il y aura eu des explosions, il y aura eu des tsunamis, voilà, la planète Terre va se rebeller, ça va créer pas mal de problèmes sur Terre. Et donc on va être avec Florian Stark, qui est un homme qui a perdu sa femme et sa fille donc, dans un événement climatique. Et qui du coup s'est isolé en forêt, a construit un tout petit bâtiment pour dire de pouvoir dormir dedans. Il a un petit potager, voilà, puis il s'est adapté. Dans une forêt de montagne, il s'est adapté comme il a pu, et voilà. Donc on va être avec lui. Et il va être appelé à participer à une émission de télé-réalité dont le but c'est pour des adolescents de survivre en pleine nature. Donc lui, son rôle, ça va être de seconder un adolescent, enfin une adolescente, et de l'aider du mieux qu'il peut à remporter la victoire. Sauf que bien sûr, il y a pas mal de choses qui se cachent derrière ce principe de télé-réalité. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'il ne laisse paraître. Et donc il va mener sa petite enquête et il va découvrir un peu les dessous de tout ça.
C'est un roman qui m'a un peu réconciliée avec Vincent Houy. Alors Vincent Houy, j'avais adoré moi le Tricycle rouge, j'avais beaucoup aimé Le Brasier. J'ai beaucoup plus de mal avec son suivant, j'ai perdu le nom. J'étais complètement larguée, et là avec celui-ci vraiment il mise une thématique différente, donc on est plus dans de la science-fiction du coup, dans un avenir très proche, et j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai beaucoup aimé sa façon de voir les choses, déjà parce que ça paraît vraiment très réel, et qu'en plus il a été très pointu au niveau des détails. C'est-à-dire que il va penser à certaines tempêtes, à certaines années, il va penser à l'évolution technologique de l'espèce humaine, donc de tout ce qu'on va pouvoir créer, avec des trucs très précis au niveau des robots, au niveau des caméras, au niveau des drones, voilà. Il va vraiment avoir des choses très précises, et je trouve que c'est vachement bien pensé. C'est vraiment, ça fait vraiment réel, on a vraiment l'impression qu'il a été dans ce futur, qu'il a vu comment ça se passait, et qu'il est revenu nous l'expliquer. J'ai beaucoup aimé ce livre, ça m'a vraiment beaucoup plu. Après, lire un livre comme ça, en plein confinement, suite à une épidémie mondiale, c'est vrai que c'était peut-être pas forcément l'idéal, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa, et au contraire, le sujet m'a attiré encore plus. Donc voilà, ça a été une très bonne lecture. Je me suis aussi acheté La chaîne de Adrienne McKinty aux éditions Mazarine. On est avec une jeune femme. On l'appelle parce qu'on a kidnappé son enfant, et que la seule solution pour récupérer sa fille, c'est elle-même de devoir kidnapper un autre enfant. C'est ce qu'on appelle la chaîne, et donc la chaîne ne doit pas être brisée sous aucun prétexte. Je sais pas, ça a été difficile, on va dire ça. Ça a été très difficile. Je me suis arrêtée à 104 pages. C'est-à-dire à peu près un quart, c'est ça. C'est à peu près un quart du livre. Alors, on a l'impression de tourner en rond. On n'est pas du tout attaché à la mère, alors que on devrait s'inquiéter. Enfin, je veux dire, la mère, elle vient de se faire appeler parce que sa gamine, elle a été enlevée, quoi. Elle a été enlevée et kidnappée, elle sait pas où est-ce qu'elle est, tout ça. Elle doit réfléchir à comment kidnapper un autre enfant, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est trop méthodique, ou peut-être que l'auteur ne mise pas assez sur les sentiments. Peut-être que l'auteur ne nous rend pas assez compte du ressenti de la mère. On a l'impression qu'elle agit comme un robot, et il me manque vraiment quelque chose. J'accroche pas du tout. Pourtant l'histoire me plaisait énormément, le synopsis était vraiment super sympa. Le fait de devoir enlever un enfant pour récupérer le sien, je trouvais que l'idée était vraiment bonne, parce que du coup au final les gros méchants ils sont jamais inquiétés dans l'histoire, on sait pas qui c'est, tout ça. Je sais pas, et en fait je me rends compte qu'il y a pas mal de retours négatifs dessus, qu'il y a pas mal de gens qui ont apprécié, qui l'ont été jusqu'au bout, qui l'ont même beaucoup aimé pour certains, mais en ce moment je vois passer énormément de personnes qui disent que la première partie est bien, la deuxième c'est mou, c'est vraiment invraisemblable, etc. Et du coup ça me donne pas du tout envie de continuer, donc très franchement j'ai laissé mon marque-page. Page 104, voilà. Mais je crois très sincèrement que je le reprendrai pas. C'est vraiment dommage, ou peut-être par curiosité, peut-être en sautant des pages, j'en sais rien. Mais là, comme ça, pour le coup, pour l'instant, ça le fait pas du tout. J'ai aussi reçu La preuve ultime de Peter James aux éditions Fleuve Noir. Et là, on est avec un journaliste d'investigation qui s'appelle Ross Hunter, qui a décroché au téléphone, et de l'autre côté du fil, il a rencontré Harry Cook, qui lui annonce qu'il a découvert une preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Il veut pas la révéler publiquement, mais il a besoin de la caution de Ross afin d'être décrédibilisé. Donc il a besoin de la caution du journaliste qui est mondialement connu. Donc malgré ses doutes, le journaliste accepte la mission, mais découvre peu après le corps sans vie du chercheur, assassiné dans son appartement, ainsi que 3 mystérieuses coordonnées géographiques.
Décidé à honorer les dernières volontés de Cook, Ross se lance alors dans la quête de cette preuve ultime au risque d'être éliminé avant d'y accéder, car menacer les grandes religions n'est pas sans danger. Alors, on était avec un auteur, Peter James, que j'aime énormément. On est avec une thématique ésotérique que j'aime énormément. Et dans l'ensemble, je vais dire que ça a été vraiment une très bonne lecture. Ça a vraiment été quelque chose de très bien, très positif. Alors je l'ai lu en lecture commune avec mon mari. On a mis à peu près quand même 3 semaines pour le lire. C'est vraiment très intéressant de voir le cheminement en fait entre l'histoire de départ, c'est-à-dire entre le fait qu'il annonce que Dieu va revenir sur Terre et que il dispose de 3 preuves, dont la dernière qui est vraiment la preuve ultime, celle qui montre que Dieu revient. Et il va donc devoir se fier aux coordonnées géographiques d'un homme qui est décédé, qui a été tué, torturé. Et donc il va mener son truc, il va être pourchassé, il va être menacé, etc. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Ça a été quand même assez laborieux à certains moments. On avait l'impression que ça traînait un peu des pieds. Autant j'ai trouvé que les 2 premières quêtes étaient bien, autant j'ai trouvé que la preuve ultime était quand même un peu invraisemblable. Ça collait pas, c'était un peu tiré par les cheveux, je sais pas. Ça m'a paru bizarre. La toute fin aussi m'a paru un peu bizarre. Et pourtant, ça reste une très bonne lecture, c'est très bien écrit, c'est fluide, c'est agréable, ça se lit méga bien. Et ça reste un auteur qui fait des recherches et qui écrit vraiment très bien. Donc si vous aimez bien tout ça, je pense pas que vous aurez une claque à la Dan Brown, parce que clairement Dan Brown il a un niveau hyper élevé, niveau ésotérisme, mais avec celui-ci, on est vraiment pas mal. Je me suis aussi trouvé la trilogie Monsieur Mercedes, donc avec Monsieur Mercedes, avec Carnet Noir et Fin de Ronde. Voilà, alors j'adore les couvertures. Faut savoir que Monsieur Mercedes, je l'avais déjà en édition France Loisirs, et quand j'ai vu les 3 à Cultura, il y a de ça 3-4 mois, j'ai dit allez, vas-y, je me les prends parce que je les ai trouvés magnifiques. Donc Monsieur Mercedes, foncé sur une foule dans sa SL 500 12 cylindres, le moment le plus grisant de la vie de Monsieur Mercedes. Et le carnage lui a tellement plu qu'il n'a qu'une envie, recommencer au plus vite. Alors, Stephen King, j'ai adoré, moi. Vous le savez, les derniers, les premiers, j'ai beaucoup plus de mal. Mais en parlant avec Vincent Ouy, qui lit énormément de Stephen King, d'ailleurs je crois qu'il les a tous lus, il juge que donc ce nouveau King, on va dire, qui est écrit d'une façon plus rythmée, où il s'attarde beaucoup moins sur des personnages tertiaires, etc. Il a commencé avec Monsieur Mercedes. Donc il m'a dit qu'à partir de Monsieur Mercedes, je pouvais y aller les yeux fermés en sachant que j'avais aimé les derniers. Donc voilà. Donc du coup, je me suis fait plaisir avec Monsieur Mercedes. Carnet Noir, on est avec John Rothstein, qui a plongé de désespoir des millions de lecteurs des aventures de Jimmy Gold en prenant sa retraite. Rendu fou de rage par la disparition de son héros favori, Maurice Bellamy assassine le vieil écrivain pour s'emparer de sa fortune, mais surtout de ses précieux carnets de notes. Le bonheur dans le crime, c'est compter sans les mauvais tours du destin et la perspicacité du détective Bill Hodge. Apparemment, dans ce roman, on retrouve les protagonistes de Monsieur Mercedes, et on rend hommage au meilleur pouvoir de la fiction. Et enfin, dans Fin de Ronde, qui là est clairement pour moi une des meilleures couvertures. Je le trouve superbe. Vraiment, je le trouve magnifique. On est dans la chambre 217 de l'hôpital Kinner Memorial. Brady Hartsfield, alias Monsieur Mercedes, gît dans un état végétatif depuis 7 ans. Soumis aux expérimentations du docteur Babineau. Mais derrière son rectus douloureux et son regard fixe, Brady est bien vivant, et capable de commettre un nouveau carnage sans même quitter son lit. Sa première pensée est pour Bill Hodge, son plus vieil ennemi. Ça me plaît beaucoup. C'est une trilogie qui m'intéresse énormément. J'ai aussi reçu La mémoire du temps de Franck Leduc. Alors celui-ci, c'est mon livre en cours de lecture. Voilà, je vous montre, je suis arrivée page 101.
J'ai pas lu énorme, mais je l'ai commencé qu'hier, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on commence l'histoire avec une petite fille, Lisa, qui habite en Allemagne en 1937. Et, enfin petite fille, adolescente, à peu près 16 ans. Elle quitte le domicile familial avec l'amour de sa vie, un jeune homme de 16 ans aussi, qui est réputé juif. Et donc ils essayent de fuir l'Allemagne pour aller en France. Parce que en Allemagne, il y a Hitler qui commence à arriver, à imposer son idéologie. Et donc voilà, donc du coup ils décident de partir, pouvoir vivre amoureux tous les deux. Sauf que le père de la jeune fille va s'en rendre compte et qui va les empêcher de s'enfuir. En parallèle à ça, on est de nos jours avec une jeune femme qui est recouverte de cloques. C'est par période, ça va venir, elle va être recouverte et puis ça va se calmer, puis après elle n'a plus rien pendant un mois ou deux et ça va revenir du jour au lendemain complètement couverte de cloques. Et donc elle a demandé à beaucoup de psys, de médecins en tout genre ce qu'elle avait, personne n'a jamais rien trouvé. Et donc là elle est partie voir un psy, un neurologue qui va essayer de découvrir ce qu'elle a. Et donc je ne vous en dis pas plus parce que ça m'intrigue énormément, j'aime beaucoup ce principe de mémoire. Alors déjà, il utilise une période historique que j'adore, vous le savez, la Seconde Guerre mondiale, et en plus, on est encore avec des femmes, il met en avant la femme forte, la femme intelligente, j'adore ça. Et pourtant, je suis pas du tout féministe, hein, mais il y a une façon de le faire chez Franck Leduc qui est vraiment extraordinaire. Et là, on est vraiment sur le principe de la mémoire, du temps, etc. J'aime beaucoup, j'en suis à 100 pages et je pense que je vais le finir là dans la semaine. Il y a à peu près 360 pages. C'est une thématique qui m'attire beaucoup. J'avais aussi pris Aberration, le tome 2, l'avertissement de la sorcière de Joseph Delaney. Alors Joseph Delaney, c'est l'auteur de l'Épouvanteur, qui est une saga, donc nous on a là, hop, on les a tous là. Là, ce sont tous les Épouvanteurs. Et donc c'est une saga de romans que mon mari aime beaucoup. Et en fait, Aberration, c'est une sorte de complément, on va dire, à cette saga de l'Épouvanteur. Donc ça, c'est le tome 2. Moi, perso, j'ai abandonné au tome 11 de l'Épouvanteur. Franchement, les young adultes, maintenant, j'ai beaucoup plus de mal. Donc voilà, celui-là il sera pas pour moi, mais je crois que ma fille elle l'a lu. J'ai aussi acheté L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Alors Joël Dicker, c'est son 4e livre dans ma bibliothèque et je ne l'ai toujours pas tenté. Je vais vraiment y aller, hein. Je vous jure, un de ces jours je vais vraiment le tenter. Celui-là il me plaît beaucoup, j'aime beaucoup le côté énigme de la chambre. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palace de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace de Verbier ? Waouh, c'est dense, wouhou, ça va être sympathique. Sur internet, on peut voir de tout. Il y a beaucoup de détracteurs de cet auteur, beaucoup de personnes commencent à dire « Ouais, mais Joël Dicker, il écrit n'importe comment, c'est n'importe quoi, etc. » Moi, j'ai envie de dire, le temps qu'on aime lire, le temps qu'on prend plaisir à le lire, ça serait vraiment dommage de pas le lire. Chacun ses goûts. Moi, il y a des auteurs que je ne peux pas supporter, il y en a qui les adorent. Voilà, je pense que... qu'il y a un truc. Maintenant, j'ai du feeling avec ces bouquins-là, c'est juste que j'ose pas. J'ose pas me lancer parce que c'est quand même des gros pavés et ça me fait un peu peur. Donc pour l'instant, j'évacue un petit peu mes livres un peu plus petits, un peu plus fluides, vers qui je peux aller facilement parce que je connais le style, parce que je sais que ça va se lire très rapidement. Mais Joël Dicker, j'ai un peu peur au niveau de l'histoire de... pas forcément que ça traîne, mais j'ai pas envie de replonger dans un livre pendant 2 à 3 semaines. J'ai vraiment envie d'évacuer un peu en ce moment ma palle. Donc, je sais pas, il y a un truc avec cet auteur, ça m'attire vraiment, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça que j'ai en bibliothèque et que j'ai toujours pas tenté. Faudrait vraiment que j'essaye. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai envie de dire que à tous ceux qui l'ont lu, qui ont aimé, qui n'ont pas aimé, au moins vous l'avez lu. Je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir lire, d'essayer, de tenter, d'aller vers d'autres aventures. Et voilà, et je trouve ça vraiment sympa. Donc
Et comme les surprises ne viennent jamais seules, je me suis aussi acheté une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Voilà. Donc comme quoi, je tente tous les genres. En fait, je ne sais pas. Je crois que je suis passée à côté de ce bouquin. Je crois que j'en ai entendu parler, déjà vis-à-vis du film qui était sorti, tout ça. J'en ai entendu parler et je me suis dit, ouais, bon, sans plus. Et en y repensant, je crois que je suis tombée sur une vidéo ou un extrait du bouquin et je me suis dit, mais en fait, ça a l'air vachement sympa. Et je sais pas, et du coup, je suis tombée dessus à Auchan en faisant les courses. C'était le dernier, il était là, il était emballé et tout, il m'appelait. Et j'ai eu envie d'aller découvrir ce roman, et je crois qu'en plus, non seulement il est pas épais, il fait à peine 200 pages, et en plus il est écrit assez gros, et j'ai vraiment super envie de découvrir là bientôt, de me mettre en terrasse, et puis de savourer cette lecture. Je me suis aussi pris Les Enfants perdus de Sainte Margaret d'Emily Cunis aux éditions Prélude. Alors là, on est en 1956 avec Evie Jenkins, qui s'apprête à donner naissance à son premier enfant. Mais la société puritaine britannique des années 50 ne lui permettra pas de profiter de ce bonheur. Abandonnée par son amant, répudiée par sa famille, elle est internée de force à Sainte Margaret, un couvent pour mères célibataires. Très rapidement, l'institution la sépare de son bébé. En 2017, Samantha Harper, une jeune journaliste, tombe sur des lettres déchirantes qui révèlent les terribles conditions de détention d'Evie Jenkins à Sainte Margaret. Au fil de ses recherches, elle découvre une série de morts suspectes. Alors que le couvent est sur le point d'être démoli, il ne lui reste plus que quelques heures pour faire éclater la vérité avant qu'elle ne soit ensevelie à jamais. Donc, je ne sais pas. Il y a eu un truc, ça m'a beaucoup attiré cette histoire de couvent, de lettres, de femmes enfermées, de mystères à résoudre. Et la couverture est vraiment magnifique, moi j'adore. Ça peut changer, je pense que ça peut être un suspense calme. Ouais, ça peut être vachement sympa en fait. Ça peut être des lectures un peu plus posées et agréables. Je me suis aussi pris les Chroniques saxonnes de Bernard Cornwell, le tome 1, Le Dernier Royaume, aux éditions Brajlon. Enfin, je me commande les suites, ou je les trouve au moins. En fait, je crois que c'est une saga qui comporte 5 tomes. On est à la période Viking. Alors, nous, en ce moment, à la télé, on est en train de se finir la saison 6 de Viking. On a découvert ça, là, il n'y a pas très longtemps, en fait, parce qu'on se fait un épisode tous les soirs. Donc on fait le compte, ça fait à peu près début du confinement, on s'est mis là-dessus. Et clairement on prend notre pied en fait avec Viking. Et ça m'a donné envie vraiment de découvrir cette période colonisation des Vikings norvégiens et sur l'Angleterre, sur les pays européens. Et celui-ci me tentait vachement. Et donc celui-ci, c'est à l'origine de la série Netflix The Last Kingdom, que je n'ai pas tenté parce que j'avais trop peur de comparer. Donc j'ai préféré regarder Viking en série et me concentrer sur les romans des Chroniques saxonnes plutôt que sur la série télé. Donc on est au 9e siècle, les féroces Vikings débarquent sur le sol saxon avides de conquête et de destruction. Aucun royaume ne résiste au raz-de-marée barbare à l'exception d'un seul. Le destin de toute l'Angleterre et le cours de l'histoire elle-même reposent bientôt sur les épaules d'un homme. Uhtred, un jeune guerrier saxon aux origines nobles, déchiré entre deux vies, deux voies, deux peuples. Celui des Vikings qui l'ont élevé comme l'un des leurs après l'avoir arraché à sa famille et celui de son sang et de ses origines. Donc là on va être avec un personnage qui a été enlevé jeune en Angleterre, qui a été élevé par des Vikings et qui revient avec les Vikings pour combattre les Anglais. Donc il va être déchiré entre son peuple d'adoption et son peuple de naissance. Vraiment la thématique viking me plaît beaucoup, on entend très peu parler. Je suis vraiment pressée de commencer cette saga. Je me suis aussi pris La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est le préquel Hunger Games de Suzanne Collins. Vous savez, moi Hunger Games, je les ai adorés, je les ai lus. J'ai adoré la trilogie, j'ai adoré les films. C'est peut-être même une des seules sagas young adulte que je trouve très très bien, qui vieillit très bien, qui reste très mature, contrairement à peut-être à Divergente ou le Labyrinthe, tout ça qui je trouve ont mal vieilli, qui n'ont pas été aussi bons en fait sur les 3 bouquins que sur un seul. Et donc moi Hunger Games, je ne m'en lasse pas.
Et donc là, je suis super contente d'avoir trouvé celui-ci, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est sorti le 20 mai, où on est au matin de la moisson de la 10e édition annuelle de Hunger Games. Donc, pour situer, le premier tome de Hunger Games, on est sur la 74e édition de la moisson. Donc celui-ci se passe 64 ans avant le premier tome. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié la plus misérable des tribus, une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Voilà, je me dis que ça peut être vachement sympa. J'ai vraiment envie de découvrir ce qui s'est passé avant les Hunger Games. J'ai aussi eu 5 cartes brûlées de Sophie Lebière que je remercie beaucoup. On est avec Laurence Gressac qui a grandi aux côtés de son frère Thierry qui prend toujours un malin plaisir à la harceler ou à l'humilier. Du pavillon sinistre de son enfance à Saint-Flour, elle garde des blessures à vif, comme les signes d'une existence balayée par le destin. Mais Laurence a bien l'intention de devenir la femme qu'elle ne s'est jamais autorisée à être, quel qu'en soit le prix à payer. Le jour où le discret docteur Bachert, en proie à une addiction au jeu, croise sa route, la donne pourrait enfin changer. Thriller psychologique d'une rare intensité, 5 cartes brûlées va vous plonger au cœur de la manipulation mentale, de celle dont on ne revient jamais indemne. J'ai envie de découvrir Sophie Lebière avec celui-ci. J'ai entendu tellement de bons retours sur ce livre. C'est un livre qui me plaît beaucoup, c'est vraiment un thriller de manipulation psychologique, ça peut être vraiment pas mal. Ça me fait un peu penser à un roman d'Alexandre Coin qui était sorti il y a pas mal d'années, 3 ans, 4 ans peut-être, que j'avais beaucoup aimé. J'ai aussi reçu le tome 5 des Chroniques de Sainte-Marie, et là, vous le savez, c'est mon chouchou. Les Chroniques de Sainte-Marie de Jody Taylor, on retrouve Max, qui est une historienne qui travaille à Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est un institut où des historiens voyagent dans le passé pour vérifier que les faits historiques se sont vraiment passés comme ça. Et là, on va retrouver Max dans des histoires, même ambiance que le tome 1 et le tome 2, qui sont vraiment mes préférés. Celui-ci est du même niveau, c'est drôle, c'est bon, c'est bourré de faits historiques, c'est bourré de plein de choses auxquelles on ne s'attend pas, c'est vraiment génial. J'adore Max, qui est une personnage, elle est petite, elle est rousse, elle est ronde, tout ça, elle a un caractère, elle a cette pointe de sarcasme, elle a cet humour décalé. J'aime beaucoup ce personnage. Et c'est toujours un plaisir incroyable de lire les Chroniques de Sainte-Marie. J'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai adoré replonger avec elle. J'ai ri, j'ai souri. Et c'est un livre qui fait 3 jours, quoi. J'ai adoré. Ça a été un grand plaisir et j'attends le tome 6 avec énormément d'impatience en octobre. J'ai aussi reçu, et vous les rangez comment vos livres? Alors, comment vous dire que je ne l'ai pas demandé, que je ne sais pas pourquoi je l'ai eu, et que j'ai beau ne rien avoir contre toutes ces personnes qui ont témoigné dedans. On a quand même Valérie Damido, Jacques Weber, Bernard Werber, Philippe Besson, Isabelle Carré, enfin voilà. Il y a quand même du monde. Mais comment vous dire qu'en fait... voilà, genre, Jules... comment est-ce qu'il range ses livres, quoi? On s'en fout. Enfin... j'ai rien contre ce livre. Mais j'en vois pas l'intérêt. Et je le dis franchement, je ne le lirai pas. Donc je pense qu'il va finir en médiathèque. Donc je me suis aussi trouvé The End of the World Running Club, Adrian J. Walker. Pour survivre, Edgar n'a qu'une seule option, courir. Courir pour retrouver sa femme et ses enfants ou les perdre à jamais. Courir dans un paysage de fin du monde à travers les vestiges calcinés d'un Royaume-Uni dévasté. Courir contre la montre quand chaque seconde compte. Courir 800 km quand chaque pas menace d'être le dernier. Courir alors que la douleur et la peur tourbillonnent autour de lui. Courir parce que tout ce qu'il a ici est sombre et mort. Courir parce que tout ce qui se profile là-bas est vif et lumineux. Courir pour ne pas être tué. Courir aussi vite qu'il le peut sans savoir si cela suffira.
Ouais. Celui-ci, je l'ai trouvé pas cher. Je crois que j'avais dû payer 3 €, quelque chose comme ça. Vraiment pas cher. Et ça m'intéressait un peu. La couverture est absolument superbe. Ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce que le livre est intéressant ? Je ne sais pas. Ça m'attire sans plus. Il n'y a pas je suis pas hypée de ouf dessus. Faudrait voir. Est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Voilà. Si vous avez des infos, je suis preneuse. Je continue avec Les cicatrices de Claire Favant aux éditions HarperCollins Noir que j'ai reçu. Donc, j'avais reçu, je ne sais plus, en février, je crois. On est avec Owen Maker, qui est un jeune homme qui a du mal à se reconstruire. Il vit encore avec son ex-femme, ils avaient acheté une maison, donc ils l'ont séparé en deux, ils vivent chacun d'un côté de la maison, mais elle veut toujours de lui, elle le harcèle, elle menace de se tuer s'il ne revient pas. Et en plus, le père de la jeune femme est aussi le patron d'Owen. Donc automatiquement, c'est un peu compliqué. Ça n'aide pas. Et donc on va découvrir l'ADN d'Owen sur la scène de crime d'un tueur qui sévit en toute impunité dans la région depuis des années. Et donc la police et le FBI sont sur son dos. L'enfer qui était son quotidien n'est rien à côté de la tempête qui était s'apprête à affronter. On repart donc sur la thématique des tueurs en série avec Claire Favant, qui est une thématique qu'elle exploite parfaitement bien, même si je dois dire que pour moi le tueur intime a quand même un level très très haut. Celui-ci était un poil en dessous. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a fouillé l'histoire d'Owen, la façon dont elle a créé son personnage. J'ai beaucoup aimé ce qui est arrivé, l'enquête policière aussi, tout ça. Ça a été vraiment une très bonne lecture. La fin est très bonne aussi, mais c'est vrai qu'il me manque la densité et tout ce qu'elle a écrit dans le tueur intime qui était vraiment énorme. Je me suis aussi trouvé la 9e tombe de Stéphane Anheim aux éditions Albin Michel. Donc celui-ci, j'en avais entendu parler, je crois, par Katia, qui a beaucoup aimé, il me semble. Donc la nuit tombe sur Stockholm en quittant le Parlement après une séance houleuse pour rejoindre la voiture qui l'attend. Le ministre de la Justice disparaît. Cette même nuit, à Tiberup, un petit village au nord du Danemark, la femme d'un célèbre présentateur est violée et assassinée chez elle. Bientôt, d'autres corps mutilés sont retrouvés de part et d'autre du détroit d'Øresund. Chargé de l'enquête, l'inspecteur suédois Fabien Risk et son homologue danoise Dunja Ugard vont faire face au pire complot qu'on puisse imaginer. Et à cette question qui tourne à l'obsession, jusqu'où peut-on aller par amour ? Aussi sombre que les profondeurs d'un hiver nordique, aussi lancinant qu'un cauchemar, la 9e tombe confirme Stéphane Anheim comme la nouvelle révélation du thriller suédois depuis son best-seller hors cadre prix Crime Times Best Covers en Suède. Ouais, ça a l'air vachement dense, 660 pages, au secours, j'avais pas vu qu'il y en avait autant. Je vous jure que je le dirai, mais vraiment, il va falloir que je diminue ma palle avant. Après, ça a l'air d'être des chapitres assez courts, ça a l'air d'être assez aéré, ça a l'air d'être vraiment agréable à lire. Pourquoi pas, il me semble que j'avais vu passer des très bons retours sur ce bouquin, mais peut-être plus cet hiver, en fait, peut-être plus cet automne, quand il va recommencer à faire froid, tout ça, c'est le genre de lecture que je préfère à cette période-là. Je me suis aussi trouvé Régression de Fabrice Papillon aux éditions Belfond. Ils sont prêts, ils reviennent d'un lointain passé d'une époque glorieuse, ils forment ce que Socrate et Homère nommaient déjà la race d'or. Ils viennent sauver la terre et les hommes qui peuvent encore l'être. Pour les autres, ils n'auront aucune pitié. L'heure du grand retour a sonné, et pour le commandant Marc Brunier, celle de son ultime enquête. Faut savoir que Fabrice Papillon, j'avais lu Le Dernier Hiver, donc qui était son premier roman, et j'avais beaucoup aimé. C'était un roman vachement intéressant, on voyait qu'il était très bien fouillé, très bien pensé, et je me suis dit que celui-ci, il me le fallait. Donc quand je l'ai trouvé à Cultura, en fait je l'ai pris, je me suis même pas posé de questions à savoir si j'hésitais ou pas, je l'ai pris tout seul, donc 450 pages pour ce roman. Moi ça m'intéresse vachement, j'aime bien ce côté, donc avec la régression humaine, ça peut être une thématique vachement sympa, on en parle très peu. Mon mari m'avait aussi offert Le Suspect de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noir, où là on est avec la même enquêtrice que dans ses 2 précédents romans, La Veuve et La Coupure.
Donc quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande, leur famille se retrouve aussitôt sous les projecteurs des médias internationaux, désespérés, paniqués et exposés jusque dans leur intimité. Donc la journaliste Kate Waiters, qui était donc la journaliste sur les deux premiers, toujours avide d'un bon papier, se charge immédiatement de l'affaire, une occasion bienvenue pour elle de se rapprocher de son fils, parti vivre à Phuket 2 ans auparavant. Mais ce qui s'apparente au départ à une simple fugue d'ado qui aurait mal tourné s'avère rapidement être quelque chose de plus sérieux. Des découvertes alarmantes succèdent, le nombre de suspects se multiplie et la piste criminelle ne peut plus être écartée. Face à la complexité de l'affaire et au manque de coopération des autorités sur place, Kate ne voit qu'une seule issue, se rendre sur les lieux afin de prendre l'enquête en main. Mais cette fois, elle est loin d'imaginer à quel point elle va être impliquée personnellement. J'aime beaucoup les romans de Fiona Barton. J'aime beaucoup la journaliste qui enquête, parce que de toute façon elle fait les deux. J'aime beaucoup la journaliste qui pose des questions mais qui n'est pas non plus trop entreprenante comme l'idée qu'on en a du journaliste. Voilà, j'aime beaucoup le style, ça se lit très bien, c'est vachement agréable. Après, ma foi, ça se lit très bien ce genre de livre, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être une bonne lecture pour cet été. Je me suis aussi trouvé Ésaü de Philippe Kerr. Alors celui-ci, c'est suite à une réunion à la médiathèque du Touquet. Je parlais du Chaînon manquant de Franck Leduc, qui est un auteur donc, que vous savez que j'adore, et que donc son premier roman c'est le Chaînon manquant, et le Chaînon manquant c'est donc ce lien qui existe entre les hommes préhistoriques et les hommes actuels. Voilà, c'est le chaînon manquant dans notre généalogie, dans notre arbre d'évolution, et en fait ce livre, Ésaü, s'appelle, son autre titre, c'était aussi Le Chaînon manquant. Donc, par envie de creuser le sujet qui m'a beaucoup intéressée, je me suis dit que c'était une bonne occasion de découvrir ce roman. Les dieux n'ont pas apprécié que Jack Furness, alpiniste de renom, cherche à gravir le Machapuchare, une montagne sacrée dans le sanctuaire des Annapurna. Une avalanche engloutit son expédition, le laissant seul survivant. Mais lors de cette ascension interdite, il découvre le crâne d'un hominidé qu'il offre à sa petite amie épisodique, le docteur Stella Swift, paléanthropologue à Berkeley. Le résultat des analyses est surprenant. Le fossile semble bien moins ancien que supposé au premier abord. Stella et Jack décident de partir au Népal pour tenter d'éclaircir le mystère. Un projet auquel la CIA ne demande qu'à participer. Au carrefour de la Chine, de l'Inde et du Pakistan, l'Himalaya ne constitue-t-il pas une zone particulièrement sensible ? Pour l'espion infiltré dans l'expédition, peu importe les méthodes employées pour accomplir sa mission. Alors il paraît que c'est un roman donc, qui traite très bien du sujet et qui en même temps donne un côté alpiniste très prononcé. Donc à voir si ça va le faire ou pas, mais le sujet m'intéresse beaucoup. La dame qui l'avait lu m'en avait fait un retour plutôt positif, même si le moment d'alpinisme l'avait saoulé au plus haut point. Mais voilà, donc avec moi ça peut le faire et c'est un roman qui m'intrigue. J'ai aussi reçu Nuque de Momalo en manuscrit non corrigé, donc qui est paru le 28 mai. Je ne l'ai pas encore lu pour une raison. Je m'apprêtais à le lire mi-mai et j'en ai discuté avec une amie qui l'a eu aussi en manuscrit non corrigé. Et il paraît que la version définitive est quand même assez différente de la version non corrigée, qu'il y a eu pas mal de modifications, que du coup ça serait dommage de se bloquer sur ce livre sans avoir lu avec les modifications. Donc du coup je l'ai mis en pause, je l'ai entamé, j'ai peut-être lu 40 ou 50 pages, je l'ai mis en pause et je vais me l'acheter en version définitive dès que je pourrai sortir. Je vais me le trouver en version définitive et je vais me faire un malin plaisir à le lire et à le chroniquer très bientôt. J'ai aussi reçu Victime 55 de James Delargie aux éditions HarperCollins Noir, où on est dans une petite ville australienne un jour de canicule avec un officier de police qui est habitué à régler des querelles de voisinage sans gravité et qui voit débarquer au poste un homme couvert de sang. Drogué, séquestré dans une cabane en pleine forêt, Gabriel vient d'échapper à un serial killer. Son bourreau, Is, aurait déjà fait 54 victimes. Quelques heures plus tard, le dit Is se présente au commissariat. Il n'est pas venu se rendre mais demander la protection de la police. Retenu prisonnier dans les bois, il aurait échappé de justesse à un fou furieux, un certain Gabriel.
2 témoignages identiques, 2 suspects potentiels. Qui de Is ou de Gabriel dit la vérité? Et qui sera la victime 55? Ce livre m'intrigue énormément. J'étais partie pour le lire et en fait, j'ai reçu La mémoire du temps de Franck Leduc. Et du coup, je me suis jetée sur La mémoire du temps. Donc du coup, victime 55, ça sera un petit peu pour après. Je me suis aussi trouvé L'homme au murmure de Alex North aux éditions Seuil. Où là, on est avec Tom, un écrivain qui est veuf, et son fils de 8 ans, Jack, qui emménage dans une nouvelle ville, Featherbank. Si charmante et calme en apparence, ou 20 ans plus tôt, un serial killer a été arrêté après avoir tué plusieurs enfants. On appelait l'homme au murmure. Des murmures que Jack a entendus à la porte de sa maison. Et si tout recommençait? Je l'ai lu, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps et waouh, génial. Ce bouquin est vraiment super. J'ai adoré la mise en avant des personnages. Alors par contre niveau féminin c'est vraiment pas ça, ou bien elles servent à rien, ou elles sont mortes, ou vraiment c'est une enquête de mec. On est avec un homme, son fils, son père, un flic, des tueurs, enfin voilà, c'est uniquement des mecs. C'est très bien écrit, c'est très très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je me suis beaucoup attachée au petit garçon, Jake, qui doit subir le décès de sa mère, qui sait plus comment réagir avec son père qui ne sait plus comment réagir avec lui. C'était la mère qui faisait le lien, et du fait qu'elle est décédée, ça a vraiment creusé un fossé entre les deux. Et j'ai beaucoup aimé l'enquête policière aussi, même 20 ans après la mort du dernier gamin, il y a toujours cette enquête en cours, le flic qui n'arrive pas à passer au-dessus et tout ça, et ça a été une très très bonne lecture. Je me suis aussi pris Chez nous de Louise Candlish aux éditions Sonatine, suite à un avis très positif de Betty. Fiona et Bram Lawson pensaient être séparés intelligemment. Ils avaient en tout cas trouvé un accord. Ils habiteraient à tour de rôle avec leurs enfants dans leur belle demeure de Trinity Avenue, dans le sud de Londres. Mais l'histoire a mal tourné, très mal tourné. Un jour d'hiver, en rentrant chez elle, Fiona tombe sur le déménageur. Tous ses meubles ont disparu, il y a des gens dans sa maison, un couple qu'elle n'a jamais vu lui annonce qu'il est le nouveau propriétaire. Fiona essaye immédiatement de joindre Bram, mais son numéro est hors service, et ses enfants eux aussi sont introuvables. Cauchemar éveillé, cela ne fait que commencer. Alors, c'est un peu compliqué parce que Betty m'a dit qu'elle avait adoré, que ça a été une super bonne lecture, tout ça, et à côté de ça, moi j'ai Séverine il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle n'avait pas du tout aimé, qu'elle s'était fait chier. Voilà, donc Sonatine, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi. Soit ça le fait super bien, soit ça le fait pas du tout. Je suis un petit peu le cul entre deux chaises. Je vous avoue que là, pour le coup, je l'ai acheté en connaissance de cause. Je l'ai acheté en ayant lu la chronique de Betty, en ayant lu son avis. Et je lui fais absolument confiance. On a souvent eu le même avis. Donc voilà, je vais y aller dans ce move-là en me disant que ça peut être vraiment super sympa. J'ai aussi reçu L'ossuaire de Fiona Cummins aux éditions Slatkin-Essie. Alors, de ce que j'en sais, on est sur une suite du livre Le Collectionneur, mais Séverine m'a confirmé qu'on pouvait le lire sans avoir lu Le Collectionneur avant, qu'au début, elle résumait bien ce qui s'était passé. Donc on est Clara Foyle qui a 5 ans et qui a été enlevée il y a bientôt 3 mois. La petite fille est atteinte d'ectrodactylie, une maladie osseuse aussi appelée syndrome des mains en pince de crabe. Le principal suspect, Brian Hawley, est toujours en fuite après avoir échappé à la surveillance de la police. Sa collection d'ossements humains a disparu dans l'incendie de sa maison. Pour la recommencer, il a besoin d'une pièce unique, Clara. Malgré la ténacité de l'inspectrice Ella Fitzroy, la petite fille demeure introuvable. Un terrible compte à rebours commence. Avec un style cutter aussi efficace que glaçant, Fiona Cummins plonge dans l'âme du psychopathe. Vous ne laisserez plus jamais vos enfants revenir seuls de l'école. Bon, c'est déjà pas le cas. Voilà, donc ce livre m'intrigue beaucoup. Il est dans mes livres à lire très très prochainement. Et puis voilà, je vous en reparlerai très vite, ça c'est une certitude. J'avais aussi trouvé Le manteau de neige de Nicolas Leclerc aux éditions Seuil, où là on est avec Katia qui subit les affres de l'aptophobie depuis sa plus tendre enfance.
C'est une maladie qui empêche tout contact physique, mais le jour où sa grand-mère, pourtant catatonique depuis plus de 30 ans, assassine sauvagement son propre mari au plus profond des montagnes du Haut-Doubs, son existence bascule. En suivant ses parents dans l'antique ferme familiale, des visions effroyables l'assaillent. Katia est aussitôt persuadée qu'elle est harcelée par des fantômes tandis que sa mère, Laura, est convaincue que c'est sa phobie qui provoque ces hallucinations. Les nombreux médecins, puis les guérisseurs auxquels elles font appel, semblent impuissants, de l'état de Katia se dégrade à vue d'œil. La jeune femme aidée par Laura va devoir percer ce mystère qui ronge la famille et affronter ses propres tourments pour se libérer d'une emprise terrifiante. J'avais lu ce bouquin et j'avais beaucoup aimé ce principe de lieu hanté, d'histoire chargée, d'histoire familiale, etc. J'ai beaucoup aimé la façon dont le sujet était traité. C'était un peu différent, ça faisait un peu exorcisme, poltergeist, tout ça. Et j'avais vraiment trouvé ça super sympa. Donc si vous êtes friand de ce genre de roman, n'hésitez pas. J'avais aussi acheté L'Archipel des larmes de Camille Agrèbe. C'est donc son dernier roman et c'est celui-ci que j'ai lu, donc je vous parlais tout à l'heure. Ce roman, j'ai adoré. On est en février 1944 à Stockholm. Une mère de famille est retrouvée morte clouée au sol. 30 ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort. Dans les années 80, le meurtrier récidive, mais ce n'est qu'aujourd'hui que des indices refont surface. Britt-Marie, Anne, Malin, à chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter. Mais les conséquences de cette traque pourraient s'avérer dévastatrices. Et donc, si vous vous souvenez bien, dans le précédent, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le journal de ma disparition, on retrouvait les personnages de Anne et de Malin. Donc je pense que ça va être vachement sympa de pouvoir les retrouver dans le précédent, parce que celui-ci je l'ai lu. Et oh là là, quel plaisir ce roman, c'était vraiment une excellente lecture, une superbe découverte. C'est une auteure maintenant que je vais suivre de très près et vers laquelle je vais aller les yeux fermés. Je me suis aussi trouvé Les Disparus de Pukatapu, de Patrice Guirao aux éditions La Bête Noire. Donc là on est sur la suite du bûcher de Moorea. Pukatapu, c'est un paradis de sable blanc, de corail et de cocotiers perdus dans le Pacifique, à des milliers de kilomètres de Tahiti. Le long de ces eaux turquoises, une poignée de maisons colorées abrite 15 hommes, 9 femmes et étrangement pas un seul enfant. Lilith, qui est photographe, et Maëma, journaliste à la Dépêche de Papeete, y effectuent un reportage sur les conséquences du réchauffement climatique. Elle croit avoir trouvé l'Éden jusqu'au jour où sur la plage, Lilith découvre une petite main coupée. Mais sur l'îlot, nulle trace d'un cadavre et personne ne manque à l'appel. Les couvertures sont superbes. Voilà, je dis ce qui est, j'adore les couvertures. Elle est absolument magnifique, ça donne envie de voyage, de partir, de vacances. Ouais, ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est ce qui m'attire en priorité sur ce livre. J'ai aussi pris Au soleil redouté de Michel Bussy. On est au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin. 5 lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-seller. Le rêve de leur vie serait-il pour chacune d'elles à portée de main. Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. En plein soleil, dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu meurtrier. Enfer ou paradis, Iva-Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations où chacun peut mentir et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futé, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension au soleil redouté est venu pour tuer? Ça me fait beaucoup penser au Deep Teenègre d'Agatha Christie que j'avais beaucoup aimé. Michel Bussy m'en a parlé comme vraiment un huis clos dans cette veine-là et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup attirée. Donc je pense que ça sera ma première lecture de l'auteur. Je ne l'ai jamais lu, j'en ai plusieurs de lui mais je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, ça va être une bonne occasion de le découvrir. Je m'étais aussi trouvé Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex de James Lovegrove. Celui-ci, donc avec les tranches des pages dorées, c'est magnifique. Je l'ai pris pour la bonne raison que c'est le 3e de la trilogie, que j'avais déjà les 2 premiers et que je refusais de ne pas prendre le 3e, surtout que c'est un magnifique livre-objet. J'avais lu et aimé le premier, le 2e je l'ai pas lu, il est dans ma palle et donc là maintenant j'ai le 3e. Dans le premier en tout cas on était avec Sherlock Holmes et John Watson. J'avais beaucoup aimé le principe que John Watson racontait les histoires de Sherlock Holmes
en disant qu'il y a pas mal de choses qu'il n'avait pas dit à l'époque parce que c'était trop fantastique et que personne ne l'aurait cru. Et donc là, John Watson décide de raconter toute la vérité, entièrement la vérité sur tout ce qui s'est passé exactement. Et donc dans le premier, on était en rencontre avec Tulu et j'avais trouvé ça vachement sympa. J'ai découvert cet univers aussi qui m'est vraiment inconnu. Et ouais, je suis vachement contente d'avoir plongé dans cette saga. Je le lirai le second tome sans aucune hésitation, faut juste que je trouve le temps. Mais je suis super contente d'avoir les 3 dans ma bibliothèque. Je m'étais aussi trouvé Maestra de L.S. Hilton à Easy Cash. Alors vous le voyez, je l'ai payé, je sais pas si vous allez le voir, je l'ai payé 1 € quoi. Donc j'ai pas hésité parce que c'est la bête noire. Donc on est avec Judith Rashlesh qui est assistante dans un hôtel de vente aux enchères londonien qui exploite malgré ses diplômes et son talent. La nuit, elle officie dans un bar à hôtesse où elle séduit sans effort. Judith sait qu'elle doit jouer le jeu. Pour faire carrière et pour charmer les hommes, elle a appris à être une gentille fille. Jusqu'à ce qu'elle découvre une gigantesque escroquerie autour d'une fausse toile de maître. Licenciée avant d'avoir pu éclater le scandale, Judith décide de fuir avec un riche client sur la Côte d'Azur. Là-bas, un monde décadent et corrompu les attend. Là-bas, elle goûtera à la vengeance. La gentille fille deviendra une femme fatale. Voilà, c'est vraiment le côté 1 €, je me suis dit que c'était l'occasion de pourquoi pas essayer, découvrir, et puis bon bah voilà, si ça me plaisait pas, c'était qu'1 €, c'était pas dramatique. Le même jour, à Easy Cash, j'ai trouvé celui-ci à 6,99 €, donc toute la vérité de Karen Cleveland, toujours chez la bête noire, j'ai adoré la couverture. Malgré un travail passionnant qui l'empêche de passer du temps avec ses enfants et un prêt immobilier exorbitant, Vivian Miller est comblée par sa vie de famille. Quelles que soient les difficultés, elle sait qu'elle peut toujours compter sur Matt, son mari, pour l'épauler. En tant qu'analyste de contre-renseignement à la CIA, division Russie, Vivian a la lourde tâche de débusquer des agents dormants infiltrés sur le territoire américain. Un jour, elle tombe sur un dossier compromettant son époux. Toutes ses certitudes sont ébranlées, sa vie devient un mensonge, elle devra faire un choix impossible, défendre son pays ou sa famille. Moi, je trouve ça vachement sympa. J'aime beaucoup ce côté mensonge familial, le fait qu'elle pensait que son époux était clean alors qu'en fait c'est peut-être un espion russe. Je trouve ça vachement sympa. Voilà, maintenant, est-ce que ça va être bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et enfin, Easy Cash, ce jour-là, j'avais aussi trouvé Blood Orange de Harriet Tice. On est avec Alison Wood, qui est avocate pénaliste. À mesure que sa carrière décolle, sa vie familiale se dégrade. Elle passe ses journées à plaider et ses soirées dans les bars pour décompresser. Patrick, un collègue avec qui elle entretient une liaison toxique, souffle le chaud et le froid et l'humilie tout autant qu'il se sert d'elle. Pourtant, Alison n'arrive pas à décrocher. Quand Patrick lui confie sa première affaire de meurtre, elle se plonge dans l'histoire de sa cliente, Madeleine, qui a poignardé son conjoint d'une 15aine de coups de marteau. De couteau, pas de marteau. Au fil de leurs entretiens, Madeleine se livre, son mari diluait la pilule contraceptive dans son thé, examinait toutes ses dépenses, prenait toutes les décisions. Petit à petit, leurs deux vies se font écho. Qui contrôle qui? Et si, avant de défendre les autres, Alison commençait par se défendre elle-même? Je pense qu'on va être sur des trucs d'emprise, de pervers narcissiques, et j'aime beaucoup ce thème. J'aime beaucoup cette thématique, j'aime bien voir comment la psychologie des personnages est travaillée sur cette thématique. Et donc voilà, ce livre m'a beaucoup intéressée, je l'avais déjà vu à l'époque de sa sortie et je l'avais pas acheté. Et donc en fait là je suis super contente de l'avoir trouvé à Easy Cash. Bon, il n'est pas forcément en super bon état, mais bon, très clairement pour le prix... On a fini la vidéo, je remercie donc tous ceux qui ont été jusqu'à la fin. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que je vous ai peut-être donné des idées de lecture, des envies, des besoins d'acheter, je ne sais pas. Et puis on va pouvoir se retrouver très bientôt pour une vidéo bilan lecture. Je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. Sing me a song, the last that is gone.